Bonjour, je vous donne la bienvenue à tous et à toutes. Je suis extrêmement content que vous soyez assistés à cette rencontre en si grand nombre. Merci beaucoup, Suzanne, d'avoir venu, notre directrice. Merci beaucoup, Lisanne. Notre cher prof de scénographie, Carole Paré, Dominique, Bernard, Nicolas et bien sûr tous les étudiants de scénarisation que j'espère que vous allez apprécier ces rencontres d'une manière. On vient de recevoir une invitée là. Je t'invite. Orly qui vient de se rejoindre à cette... que j'espère avancer là, avancer. On est en direct, c'est pas grave là. OK, donc aujourd'hui, ça commence à devenir un peu la norme habituelle d'avoir des invités de notre industrie qui viennent parler aux étudiants et qui s'adressent à raconter un peu les expériences et à partager un peu avec vous. Cette fois-ci, j'ai une invitée que je considère extraordinaire, quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de travailler il y a des années. Donc, mais avant de parler de lui, je préfère vous inviter à regarder un extrait que nos étudiants ont préparé et qui va vous permettre de connaître un peu en détail la carrière de notre invité. Directeur photo et caméraman journaliste, Sylvestre Guidi possède plus de 20 ans d'expérience dans la production cinématographique et télévisuelle. Du nord du continent, sur la célèbre série Mission Arctique de Jean Lemire jusqu'au sud en Antarctique pour Ice People de Anne Aguillon, Sylvestre a parcouru l'Amérique. Natif de Montréal, il a collaboré à maintes reprises avec des réalisateurs de renommée comme Patricio Enriquez, Mika Saal et Shuibu Wang. Il a travaillé régulièrement pour l'Office national du film, Arte TV, BBC de Londres, Discovery Channel, History Channel et plusieurs autres réseaux de télévision internationale. Guidi s'est installé au Mexique pendant 10 ans, d'où il a travaillé pour Radio-Canada couvrant l'actualité de toute l'Amérique latine et des Caraïbes. Guidi a reçu 4 nominations aux Gémeaux et il a remporté en 1994. Il est diplômé de l'Université de Concordia en cinéma et de l'Université de Québec à Montréal en production télévisuelle. Il travaille actuellement à monter son premier documentaire en tant que réalisateur. Eh bien, voilà notre invité. Salut Sylvestre. Content de te voir. OK. Je t'invite à t'asseoir, on va confortablement parler. Puis notre régisseur va t'installer le micro. Eh bien, on va parler en confiance. Ce sont tous nos collègues qui... Exactement. Alors, je commence mon bombardement de questions, puis par la suite, on donne la parole aux étudiants. Écoute, Sylvestre, je sais que tu es un Montréalais de souche, Québécois de souche, puis tu as fait ta formation ici. Pas vraiment, Québécois de souche. Pas vraiment. Mais tu as fait ta formation ici, à Montréal, et au lieu de rester tranquillement, calmement, placidement, dans ce plateau de fiction, ou faisant la publicité comme bien de nos collègues, vous avez décidé de prendre la caméra à l'épaule puis partir à conquérir l'Amérique, à capturer des images difficiles, des conflits, des situations pas nécessairement les plus appropriées. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces choix? Ben, en fait, moi, j'ai fait mon cours à l'Université Concordia en cinéma, puis après, je suis allé à l'UQAM, continuer en communication. Puis je me suis retrouvé à la fin de mon bac en 1982 avec... il fallait que je trouve du travail. Donc, j'ai un ami qui travaillait dans une boîte de production qui m'a dit, écoute, on cherche un preneur de son pour aller en Afrique. J'avais jamais fait de son de ma vie. Fait que je suis allé m'acheter un livre de son pour voir comment ça se connectait. Puis je suis allé voir le gars, puis j'ai dit, écoute, je peux faire du son. Fait qu'il m'a dit, on va aller en Nouvelle-Écosse une semaine tournée, puis si ça marche bien, après, on ira en Afrique. Et puis tout s'est bien passé, puis on a fini par se ramasser en Afrique, au Togo, pendant 1 mois. Puis après au Sri Lanka, machin, puis là, c'est là que j'ai eu la piqûre, je pense, OK. Je me suis dit, j'aime ça. T'sais. Puis le passage de son vers la caméra, comment ça s'est passé? Bien, le passage du son, en fait, au début, les gens sont peut-être trop jeunes, mais au début des années, c'est-à-dire en 1986, je pense, il y a eu une nouvelle télévision francophone qui est sortie, qui s'appelait Télévision 4 saisons. Alors, il y avait une émission qui s'appelait Caméra... Actuellement, ça s'appelle Canal Vie. Oui, c'est ça, ça a changé. Et à l'époque, il y avait un ancien producteur de Radio-Canada qui a lancé une émission qui s'appelait Caméra 86,
qui était en fait une émission où on partait caméra à l'épaule, puis on allait ramasser des histoires dans la rue un peu partout. On faisait le montage, puis ça passait en ondes comme ça, des 4 minutes, des 8 minutes, des 12 minutes. Alors, j'ai le même ami avec qui j'avais fait le son en Afrique, qui était caméraman et travaillait là, il m'a dit, bon, ben écoute, je t'ai montré des trucs de caméra, là, c'est peut-être ta chance, là. Viens travailler sur le show. Si tu es capable de faire le son, tu es capable de faire la caméra. Mais je faisais beaucoup de photos déjà, parce que j'avais fait cinéma au cégep aussi, au cégep de Saint-Jérôme. OK, parfait. Ma deuxième question, c'est part un peu sur ton parcours. Là. Tu étais installé au Mexique pendant 10 ans. En fait, ça me fait la curiosité parce que ton courrier email est mexicain. C'est resté mexicain. Oui. Donc, tu es côté mexicain. Là. Pendant 10 ans, et à partir de là, tu es devenu correspondant de Radio-Canada pendant la couverture de toute l'actualité à l'Amérique latine et des Caraïbes. J'imagine qu'être correspondant étranger, c'est comme être un pompier dans une caserne. Dès qu'il y a un incendie qui part, il faut que tu te mettes totalement en action. Alors, est-ce que ça demande une préparation constante, permanente, ou par contre, il y a de l'improvisation selon les moments? Bien, moi, en fait, je me suis retrouvé à Radio-Canada Mexico sortant d'un show de comédie, en fait, qui s'appelait Taquinons la planète. Vraiment rien à voir avec où j'étais réalisateur caméraman. J'ai appliqué sur parce que j'avais déjà fait beaucoup de trucs pour Le Point. Ça fait que je me suis ramassé à Mexico avec Jean-Michel Leprince. C'est-à-dire qu'en nouvelle, pour couvrir l'Amérique latine, la pire affaire, c'est l'improvisation. Il peut pas jamais avoir d'improvisation. Ou s'il y a de l'improvisation, il faut vraiment avoir aucune autre solution parce que c'est comme, je pense que c'est Hitchcock qui disait pour la fiction, mieux on est préparé, plus on peut improviser. Ça fait qu'en nouvelle, en documentaire, c'est pareil. Il faut être hyper préparé. Puis il faut pas oublier un câble. Nous, on faisait des feeds satellites en plus, tout ça. Fait que faut être préparé et bien préparé. Exactement. Bon, pour continuer un peu, il y a plus de 10 ans, nous avons travaillé ensemble dans une mini-série qui s'appelle La Famille. Alfonso Caruana, le dernier des parents. C'est une émission un peu, je dirais, exigeante. Qui a été tourné en Angleterre, en Italie, au Brésil, au Mexique, au Venezuela et aux États-Unis aussi. En fait, c'est une série dont le sujet est la connexion entre la mafia sicilienne et le Canada puis le Brésil. Pas mal compliqué le sujet, c'est pas une histoire d'amour. Donc, je vous invite d'abord à regarder un extrait de cette émission et puis par la suite on va parler avec Sylvestre de cette émission. Giuseppe Caruana fonde 2 colonies pour la famille. L'une au Venezuela, l'autre au Brésil. En 2001, âgé de plus de 90 ans, il demeurait toujours à Rio de Janeiro, au Brésil. Monsieur Giuseppe Caruana a acheté un appartement dans cet immeuble au début des années 80, ici sur l'avenue Atlantica, une des adresses recherchées et une zone touristique face à la plage. Le Brésil est un véritable paradis pour le trafic de drogue. Et cela, les Caruana Contreras le savent bien. Le Brésil est un grand couloir de passage de drogue en provenance de Colombie et du Pérou. Eh bien, ça c'est un extrait de La Famille. Une fois rendu au Brésil, ou au Venezuela ou aux États-Unis, est-ce que je ne sais pas ce qu'est l'ordre de tournage de ces documentaires. Moi, j'ai fait l'Amérique latine. Tu fais l'Amérique latine, oui. Je me rappelle qu'on s'est rencontrés au Venezuela quand tu venais du Brésil. En fait, est-ce que tu avais déjà une idée du sujet? Est-ce que tu avais lu une ébauche de scénario? Est-ce que tu savais déjà un peu en avance quelles sont les sortes d'images que vous étiez supposé de capter? Oui. Bien, en fait, la plupart du film avait été tourné. Bien, les autres endroits, en fait, ont été faits par un autre directeur photo qui s'appelle Ronald Plante, d'ailleurs, qui est le directeur photo de La Grande Ourse et qui vient de faire le dernier film de Philippe Falardeau, qui m'avait demandé de faire l'Amérique latine. Moi, j'étais déjà à Mexico, alors je suis allé là où il y avait un scénario déjà tout construit. Il y avait les adresses de Caruana Contreras, c'était où sa maison. Il fallait faire attention quand même parce que c'est pas des gens qui aiment ça se faire filmer. Là, fait que, oui, je sais. Je me rappelle très bien dans ma voiture, il s'est promené avec la caméra, puis il a passé 3 ou 4 fois devant les maisons de mafiosi. Il se dit, OK,
dépêche-toi parce que je n'ai pas envie de continuer à circuler là. Mais l'anecdote intéressante là-dessus, c'est que Caruana Contreras, pendant 20 ans, 25 ans, où il était à Montréal, et on savait, en tout cas, il y a des gens qui savaient que c'était le grand chef de la mafia internationale, du plus gros trafiquant de drogue dans le monde, déclarait ses rapports d'impôts au ministère du Revenu comme étant plongeur. Alors, ça a été un laveur de vaisselle pendant 25 ans qui a fait ses rapports d'impôts sans que personne ne sache jamais rien. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Ça continue. Hein? Incroyable. Oui, ça continue, ça n'arrête pas. Y a-t-il un moyen de calculer, par exemple, le ratio de tournage, ça veut dire la quantité de matériel enregistré? Parce que oui, c'est sûr qu'on a un scénario, mais on part à la recherche des lieux de tournage. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir la quantité de matériel qu'il faut tourner? Ben, je pense pas qu'il y ait une quantité de matériel. Ce qu'on discute souvent avec les réalisateurs, c'est en fait, ils vont nous montrer des trucs en genre de documentaire, ils vont nous montrer des fois des looks qu'ils aimeraient ça avoir. Mais ce qu'on se dit souvent entre nous, c'est qu'un caméraman et un directeur photo en documentaire essaie d'avoir une intention. C'est-à-dire que tu ne tournes pas des images pour rien. On ne commence pas à tourner des paysages, puis des arbres, puis du monde qui passe pour rien. Alors, il faut penser dans sa tête, est-ce que l'image que je fais peut servir au montage, peut servir à l'histoire? Donc, c'est sûr qu'il faut bien lire le scénario, être au courant de ce que le réalisateur veut, bien communiquer avec le réalisateur, c'est-à-dire que le réalisateur nous explique bien, parce que souvent, ce qui arrive avec les réalisateurs qui ne sont pas des caméramans, des directeurs photo, vont vouloir faire des trucs qui sont des fois impossibles ou pas possibles. Fait qu'il faut vraiment que ça soit clair entre le réalisateur et le directeur photo, puis avoir, comme je dis, une intention. Est-ce que ça va servir au film, ce qu'on va tourner? Exactement. Ça va servir à l'histoire. Oui, ça va servir à l'histoire. En fait, en 2006, toi, tu es le responsable des images d'un film de Charles Gervais, qui, soit dit en passant, a été aussi notre invité ici au collège, qui s'appelle Révolution. C'est un film politique qui porte un regard sur le processus vénézuélien et d'Amérique latine, Chavez et compagnie, etc. Et il y a certaines séquences qui ont été tournées dans des quartiers très dangereux, avec les Tupamaros, la guérilla urbaine, etc. Et comment tu t'arranges avec la sécurité? Parce que moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, Charles Gervais m'a dit que c'est eux-mêmes qui se déroulaient. J'aimerais qu'avant de me répondre, on passe une petite extrait de cet film qui s'appelle Révolution. Va a subir a gente para la casa Mao. ¿Cómo se llama esta escalera para arriba? Vitalmar. Aunque no hay mar, pero es Vitalmar. Pour accéder au pouvoir, Chavez a dû compter sur certains éléments plus radicaux de la société vénézuélienne. Ils sont prêts à tout pour défendre la révolution, mais ils pourraient aussi finir par exiger la ligne dure. Ahí está el jefe. En fait, je me rappelle, tu ris. Donc, je me rappelle d'avoir je n'étais pas là, je me rappelle d'avoir commenté à Charles Hervé que moi-même, je ne monterai jamais là. Mais qui garantit votre sécurité, la sécurité de votre équipe, la sécurité de votre personnel? Comment ça se fait, ça? Ben, en fait, nous, on avait eu un contact avec Mao, qui s'appelait Mao, en fait, le chef des Tupamaros. Les Tupamaros, c'est une commande guerrière urbaine. Oui, je pense que c'est un Indien aussi, hein, je pense, dans la vieille histoire vénézuélienne. Mais bon, donc on avait ce contact-là. Évidemment, c'était hyper chaud, là. Je veux dire, tout le monde se promenait avec... Ils ont des petites pochettes, en fait, qui sont, au lieu d'avoir des zips, c'est un velcro. Donc, ils ont comme une pochette. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui se passe, ils tirent sur la pochette, puis en dessous, il y a un revolver, tu sais. Fait que tout le monde est armé jusqu'aux dents, machin. Mais on avait un bon contact avec eux, puis c'est eux qui s'assuraient. Puis toi, tu montais là avec ton accent en parlant espagnol, je pense. Oui. Ben, en fait, nous, on s'est promené à Caracas, on a fait tout le film en métro. En fait, parce qu'en circulation, je dis, il n'y avait aucun moyen. Ça prenait trop de temps, il y avait du trafic partout. Fait que j'avais une espèce de gros harnais avec une grosse Sony F900. Totalement désaperçu. Totalement inaperçu. Oui. À la cachette, comme on dit. À la cachette. Mais pour monter dans le barrio, on était dans des petites bagnoles, tu sais, pas planquées, mais pas loin, là, parce qu'il ne faut pas trop... Il y avait beaucoup de trucs de l'armée aussi, les autorités qui surveillent un peu les barrios. Fait qu'il fallait faire attention pour pas... on ne voulait pas éveiller des soupçons. Et ces gars-là, les gars du Tupamaru, quand on a fait l'entrevue, disaient clairement, nous,
D'abord, les trafiquants de drogue, ils les avertissent une fois, deux fois, la troisième fois, ils sortent le soir en cagoule. Ce qu'on voulait faire, finalement, ils n'ont pas voulu, mais Et la cagoule apparaît dans les films. Oui, mais c'est ça. Mais le soir, ils nettoient, là, ils mettent des cagoules, puis les traîtres, les trafiquants de drogue, etc. Oui, c'est ça. Des pures histoires d'amour. Alors, très souvent, tu étais le directeur de photographie de Patricio Enriquez. Ben, je continue à mentionner des mots qui sont venus ici, notre ami Patricio Enriquez, qui est venu aussi parler aux étudiants ici au collège. Il a présenté en 2009 un film qui s'appelle Sous la cagoule et qui porte sur la torture à l'échelle planétaire, Guantanamo et compagnie et toute la patente. Alors, ce film a gagné le prix Jutra en 2009 comme meilleur documentaire. Je vous invite d'abord à regarder un extrait de ce film-là, puis par la suite, on va continuer à parler avec Sylvestre sur ce film. Y entonces yo siento una punta fría en el estómago. Y alguien como que debe haber preguntado, bueno, empezamos, ¿no? Y ahí siento el primer shock eléctrico. Que es una cosa terrible. En todo sentido, ¿no? Y fue entrar en otro mundo. Físicamente el shock eléctrico es tan fuerte que te contrae. Si dura un rato, no sé cuánto, qué sé yo, porque todo es eterno y todo es un instante, no sé cómo explicarlo, pero coexisten estas dos cosas, ¿no? Te quema la piel. Entonces, en ese momento vos te olés tu propia olor a quemado, ¿viste? Olor a quemado de tu piel. Sylvestre, comment tu te prépares émotionnellement pour affronter ce type de témoignage si fort, si frappant? Je me rappelle, je me permets de faire les commentaires parce que j'avais fait une interview avec Patricio Enriquez à cette époque-là, qu'il y avait une madame états-unienne qui était torturée à Guatemala et que, évidemment, il y a été une sœur, il a été torturée, entourée de 3 hommes là. Et pour donner son témoignage dans les documentaires, il a été entouré de 3 hommes aussi là. C'est pas facile. Non. Est-ce que, comment tu fais abstraction de toutes ces affaires-là pour te rendre objectif ou ça t'affecte? Bien, c'est sûr que ça nous affecte. Là. Je veux dire, c'est des gens qui ont vécu des trucs absolument horribles. Cette femme-là en Argentine qui a été torturée, on parle de quelqu'un qui a été violé des fois 7, 8, 10, 12 fois par jour, en plus d'être brûlé pendant des mois et des mois et des mois. Dans le cas de la sœur, ce qui était particulier, c'est une bonne anecdote, c'est que quand on a fait l'entrevue à Washington, elle nous a demandé de ne pas la regarder pendant l'entrevue. Ça fait que oui, je me rappelle. Parce que c'était insupportable pour elle. Il fallait qu'elle lise des passages du livre qu'elle venait de publier, tout ça. Fait que moi, j'ai cadré la caméra, j'ai fait le cadre, puis avec le preneur de son, puis on a parti la caméra, puis après, on s'est tous mis de dos. Puis on n'a pas regardé pendant toute l'entrevue. Il faut s'assurer d'être au foyer. Oui. Mais je veux dire, non, on ne peut pas faire autrement qu'avoir beaucoup d'empathie pour ces gens-là. C'est terrible. Et puis la torture, on sait que c'est pas quelque chose pour, dans tous ces cas-là, ce qu'ils nous racontent. C'est jamais pour tirer de l'information, en fait. C'est pour faire peur aux gens qui auraient l'idée de prendre part à ces mouvements-là ou de se défendre. Donc, ça détruit les gens, ça détruit les familles. Cette fille-là avait été kidnappée, là, elle avait 16 ans. Oui. Soi-disant parce qu'elle avait fait brûler quelque chose dans le cours d'école. Et puis, ils l'ont gardée pendant des mois, torturée, pour faire pression sur les étudiants, pour pas que les étudiants participent au... Rien à voir avec les prétenderables. Non, non. Okay. Bon, mais écoute, heureusement. Oui, heureusement. Écoute, moi, je vais passer à un autre, avant de passer la parole à nos étudiants, faire une petite pause pour aller aux étudiants, je vais aller un peu du côté technique. Est-ce que c'est beaucoup plus possible aujourd'hui avec l'événement de caméras DSLR, de caméras plus légères, ces petites caméras qui se cachent n'importe où? Est-ce qu'il y a une préférence pour ça, par exemple? La question se pose comme ça là. Est-ce que c'est possible avec une Canon D100, comme une Canon D7 ou une C300, faire un documentaire qui suive les normes de l'industrie télévisuelle planétaire? Oui. Parfaitement? Oui. Non, aujourd'hui, c'est possible. C'est sûr que moi, j'en ai une. J'ai une petite Canon 5D. C'est parfaitement possible de faire
du bon travail. Évidemment, il faut savoir comment ça fonctionne, puis il faut connaître le workflow, c'est-à-dire que si on commence à tourner avec une caméra, il faut savoir qu'il y a tel type de codec, on transfère ça sur quoi, on va monter comment, à la sortie, ça va ressembler à quoi, est-ce qu'on peut faire de la correction de couleur, est-ce qu'il y a de la latitude, bon. Par contre, là-dessus, moi, je dis toujours un truc, c'est que la caméra n'a rien à voir avec le documentaire. Ce qui est important, c'est la personne qui est derrière la caméra. Alors, faire du documentaire, Patricio, justement, Enrique nous disait toujours, répétait toujours, je le dis en anglais parce qu'on le répétait, c'est documentary is relationship. Alors, le documentaire, c'est une relation avec un autre être humain, avec d'autres êtres humains. Puis c'est ça qui va rester, c'est ça qui passe. Là. Les gens, quand on les rencontre, qu'on a une caméra qui soit grosse comme ça, petite comme ça, ça a de l'importance un peu, mais pas tant que ça. Alors, ce qui est important, c'est le rapport qu'on a avec ces gens-là, le respect qu'on leur donne. Je suis très content que tu dises ça, parce que très souvent, je dis à mes étudiants, puis à risque d'être mal interprété, que la caméra, ce n'est pas l'affaire importante, c'est l'histoire qui compte. C'est qu'est-ce que vous allez faire avec la caméra. Et dans les cas de documentaires, c'est bien sûr, c'est le relationship. C'est comment séparent les personnages devant la caméra. Bien, c'est-à-dire qu'on dit aussi, à moins que ça soit un documentaire sur, je ne sais pas, moi, Lino Zampino, on n'est pas obligé d'être en amour avec, là, mais je veux dire, en principe, on essaie d'aimer son personnage. C'est-à-dire que si on fait quelque chose sur des gens qu'on n'aime pas, ou pour lesquels on n'a aucun intérêt, bien, c'est pas très intéressant. Donc, si on fait un documentaire, par exemple, la torture sous la cagoule, qui sont des gens qui ont souffert beaucoup, bien, évidemment, il faut que ces gens-là sentent qu'on s'intéresse à eux. Il faut faire attention de ne pas rentrer trop. Il y a ça aussi, par exemple, caméra à l'épaule. Moi, quand je tourne, je ne m'en vais pas me mettre à 2 pouces du visage de quelqu'un. Fait que je commence tranquillement. Les premiers jours de tournage, ça peut arriver plus tard, mais au début, on essaie de garder une petite distance pour que les gens se sentent bien. Puis à mesure qu'on se connaît, à mesure qu'on entre en relation avec eux, bien là, on peut s'approcher tranquillement puis commencer à faire des trucs un petit peu plus personnels. Mais il n'y a rien de pire que de commencer un documentaire puis de rentrer ça dans la face du monde, la caméra à 2 pouces, puis de les suivre partout comme des petits chiens. Il faut prendre... Bon, ça, c'est un autre truc. Le temps, c'est la chose la plus importante en documentaire. Rien ne se fait rapidement. Du documentaire, ça prend du temps. Parfait. Est-ce qu'on est dans les timings encore? J'ai le temps pour une deuxième question. Sur ton Facebook, il y a une chose que j'aimerais que tu parles de ça. Là, ça n'a rien à voir avec les documentaires, c'est les nœuds musicaux. Le nœud coulant. Le nœud coulant. Parle-nous de ça, là, parce que j'ai la curiosité aussi. Puis... Ouais, le nœud coulant, c'est à part de faire de la caméra, je fais de la musique aussi avec des amis. Petit boîte de surprise. Oui, c'est ça. Puis comme j'ai voyagé beaucoup, tout ça, fait que j'écris des textes qui sont un peu... qui racontent des histoires comme ça, que j'ai vécu, là, des histoires de misère un peu, de toutes sortes de trucs. Fait que ça s'appelle le nœud coulant pour ça, parce que on trouve, à mesure qu'on se promène dans le monde, que le nœud se resserre un peu sur l'humanité, tu sais. Fait que... Puis là, tu viens d'enregistrer quelque chose, hein? Oui, on a enregistré 5 chansons, puis on a mis ça sur Indiegogo, qui est une campagne de financement. Soit dit en passant. Qui s'appelle le nœud coulant. Ouais, c'est ça. OK. Bon, parfait. Donc, je pense que c'est le bon moment de faire une petite pause. On va arrêter. Par la suite, je vais donner la parole à vous, les étudiants, puis M. Guidi est là. J'espère qu'il pourra satisfaire votre curiosité, et même celle des profs, si vous voulez. Eh bien, de retour avec notre invité Sylvestre Guidi, c'est le temps de donner la parole à nos étudiants. C'est votre temps à vous, c'est votre occasion. Alors, c'est qui va partir le feu? Ah, il y a des questions. On commence ici avec... Oui. Oui. Bonjour, M. Guidi. Le fait que vous soyez un caméraman de l'extrême, ça vous amène à côtoyer les gens les plus démunis, les plus tourmentés. Est-ce que vous pouvez vous détacher émotionnellement de ce négativisme-là? Je pense pas qu'on puisse se détacher particulièrement de tout ce qu'on vit, là, mais quand je me fais poser cette question-là, des fois, je me rappelle un film qu'on faisait avec Patricio. On suivait un groupe mexicain qui s'appelait La Maldita Vecindad Mexico. Ça s'appelait Mexico à la vie, à la mort. Ça veut dire les maudits voisinages. Oui, c'est la mala vecindad, c'est ça.
Et eux disaient toujours le propos est dramatique, mais mon travail est festif. C'est-à-dire que moi, quand j'ai décidé de faire de la caméra, de faire du documentaire, voyager dans le monde, c'est évidemment comme d'autres avec des idées de changer le monde, d'aider, de changer des trucs, puis d'avoir une petite influence sur ce qui se fait. Émotionnellement, non. Je pense que ça fait toujours... quand je reviens, surtout de voyage, là, par exemple, j'ai passé, au mois de janvier dernier, j'ai passé du temps en Inde, pas mal. Évidemment, quand on revient, puis qu'à Calcutta, par exemple, il y a 1 million de personnes qui couchent dans les rues, bien, quand on revient chez nous, puis qu'on embarque dans le métro, puis tout le monde est plugué sur son cellulaire, puis il y a des bagnoles, des 4x4 partout, puis ça consomme. C'est sûr que ça donne un petit coup, tu sais. Mais on vit avec, tu sais. Merci. Et bon, je pense que Jonathan, là au fond, il y avait une autre question. Ma question, ce serait, est-ce qu'il y aurait une crise ou un sujet que vous auriez aimé couvrir? Bien, il y a beaucoup de sujets qu'on aimerait couvrir. Mais je pense que, je veux dire, je fais un petit point là, juste là-dessus, c'est que c'est sûr que moi, j'ai eu la chance puis le privilège de voyager à travers le monde puis de débusquer, si on veut, des injustices et des cas d'abus, tout ça. Il y en a ici aussi. Là. Si on se donne la peine de faire des documentaires ici, je pense qu'il y a en masse de problèmes, ne serait-ce que les sans-abri à Montréal. Je veux dire, il y a des problèmes de pauvreté psychologique. Je ne sais pas si on est à 53 d'analphabètes fonctionnels au Québec. À peine 13 de la population qui peut lire convenablement un texte un peu compliqué. Fait que ça, j'aimerais ça faire ça. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a ici. OK. On t'écoute. Après avoir été correspondant longtemps, vous revenez avec une perspective différente au Canada? Ah ben oui, c'est sûr qu'on peut pas... je veux dire, je donnerais l'exemple, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec le soldat qui a été écrasé par quelqu'un, puis l'autre qui a tiré à Ottawa hier. Bon, évidemment, on est dans le grandiose, le Canada est en danger, tout va s'effondrer parce qu'il y a un gars qui a pété les plombs en 2 jours. Alors évidemment, ça fait en sorte que j'entendais déjà des commentaires de gens qui, par exemple, des musulmans qui se promènent dans le métro, donc tout le monde se met à regarder les musulmans, puis on est... Moi, ce que j'ai vécu beaucoup en voyage, c'est la xénophobie. Quand tu reviens chez vous, tu te rends compte que le racisme est profond, la xénophobie est profonde, puis ça prend du temps à changer les mentalités des gens. Puis je pense que les gens ont beaucoup de difficultés à se rendre compte de la misère des autres. Il y a des endroits où c'est pas... moi, j'ai des amis qui sont en Syrie, là, qui ont fait la Syrie récemment. C'est des familles complètes qui vivent dans des villes effondrées où il n'y a absolument rien du tout, là. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Là. Fait que oui, ça change. Ça change entre les 2 oreilles. Là. Oui. Ouais. Je pense qu'il y avait... Firbel est là. Jean-François avait levé la main d'abord. On commence avec Jean-François, oui. C'est bon? Alors, M. Guidi, moi, ma question, c'est qu'avez-vous fait lors de votre expédition quand vous êtes allé en Antarctique? En Antarctique? En Antarctique, c'est une réalisatrice que j'ai connue par une autre réalisatrice qui avait vu mon travail dans un film à Paris. J'avais fait un film qui s'appelait Les prisonniers de Beckett. Elle avait vu ça, puis elle cherchait un caméraman qui parlait un peu français parce qu'elle était moitié française, moitié américaine. Ça a été très long, ça. Je veux dire, ça a été 1 an de presque. Il fallait passer des tests psychologiques, des tests physiques, de la préparation, machin. Puis après ça, 6 mois en Antarctique, évidemment. On est arrivé en pleine obscurité. En fait, nous, on suivait des géologues. C'était un projet ça s'appelle la NSF, la National Science Foundation. Puis on tournait pour le Sundance Channel. Et puis, en fait, on suivait des géologues, pas des en anglais, des géologues qui essayaient de prouver qu'il y a 15 millions d'années, il y avait de la vie en Antarctique, il y avait des lacs, il y avait des feuilles. Ça fait qu'on a trouvé des fossiles, on a trouvé plein d'affaires. En fait, on a passé 7-8 semaines en camping à moins 70 dans les montagnes. C'était assez intéressant. Avant de passer la parole à Firbel, parce que ça me permet un petit commentaire, l'aspect linguistique, tu viens de mentionner l'affaire de français, parce que probablement il y a des questions qui se vont se poser en anglais ou en brésilien ou en espagnol même. Combien de langues tu parles en passant là?
Ouais, je parle assez bien 3, je me débrouille dans 4, puis je peux baragouiner en italien un petit peu. OK, on est dans les mêmes bateaux pareils. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, est-ce que ça, c'est une atout? Ah oui, Évidemment. Oui. Moi, en fait, en 1985, j'avais demandé de l'argent pour l'année internationale de la jeunesse, quand j'étais jeune, en 85. Oui. Et puis, j'avais eu de l'argent, puis j'avais décidé d'aller tourner au Brésil. Donc, un an avant, j'avais eu l'argent, fait que j'étais allé suivre des cours de portugais à l'Université de Montréal. Puis c'est sûr que, tu sais, comme on dit, la langue, c'est l'entrée du cœur des gens. C'est-à-dire que quand on arrive dans un pays, puis on ne parle pas la langue, puis on ne peut pas communiquer avec les gens, bien, c'est difficile. Fait que Nous avons des étudiants brésiliens. C'est un atout. Même dans l'équipe. C'est un atout. Monsieur Firvel, on vous laisse la parole. Good afternoon. Good afternoon. First of all, I think I'm talking for everyone here. We want to say thank you for taking your time to come to us. But my question is pretty much, after all the job you've been doing or you keep on doing, which one, if you have to pick one, which one will you say, that's my best one? And if you have to do one more, what would it be? My best one. I mean, I like a lot of them because all of them were very nice experiences with, and I'm lucky to have worked with. It's not just the cameraman work. I mean, I was lucky to work with very good directors, who knew what they were doing, who knew what they were talking about. I don't know. My Antarctic trip obviously is something very special because it's something that. I mean, I've been to places where maybe 3 people have been in the history of the world, so that's something I will remember. Yeah. But probably the best one will be the next one. Yeah, exactly. OK. Bon, est-ce qu'il y a oui. On a nos collègues là. Lors de tout ce que vous avez vécu dans le monde, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de poser la caméra pour, on va dire, peut-être réconforter quelqu'un ou en fait arrêter le reportage émotionnellement ou pour aider quelqu'un? Ouais, c'est une bonne question. Moi, non. Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. Mais j'ai des amis à qui c'est arrivé. Là. Je pourrais donner un exemple d'amis à moi qui sont photographes de guerre, qui se sont retrouvés au Rwanda pendant le génocide. Et puis, à un moment donné, ils ont vu arriver un wagon de train rempli à moitié de cadavres, de gens à moitié vivants, machin. Fait qu'ils sont partis pour les aider. Et là, ils ont entendu des gars de la BBC leur crier « Get out of my shot », tu sais. Ça fait qu'eux, ils sont allés décrocher la caméra du gars, puis on dit... Mais ça arrive. Il y a un ami aussi, Sylvain Castonguay, qui est caméraman de Radio-Canada, qui est maintenant au Liban, qui était en Afghanistan avec les troupes canadiennes. Lui, ça y est arrivé. Ça a sauté devant lui. Puis il a mis la caméra par terre, puis il est allé aider le monde, là, c'est sûr. Oui. It's only television. Faut pas... Non, s'il faut aider quelqu'un, c'est sûr qu'on aide quelqu'un. C'est comme quelqu'un disait à un moment donné, quelqu'un qui fait un plan en contre-plongée de quelqu'un en train de mourir, il y a un petit problème. Là, c'est pas un show, là. C'est des vrais êtres humains. Évidemment, ce qui arrive beaucoup en documentaire aussi, là, où on parlait d'émotion tantôt, c'est que, évidemment, quand on est dans des endroits où ça va pas bien du tout, il y a un an et demi à peu près en Ouganda, il commençait à avoir des épidémies d'Ebola aussi, puis tout ça. Alors, les gens ont rien. Puis nous, on sait qu'on va s'en aller, là. Et ces gens-là vont rester là, tu sais. Fait que ça, fait qu'on essaie de faire tout ce qu'on peut pour les aider, c'est sûr, quand on est là, tu sais. Ouais. L'humain avant la caméra, là. Eh bien, bon, on a le chance pour une toute dernière question. Donc, OK, on va avec Catherine. Je voulais savoir si ça vous est déjà arrivé de tomber amoureux d'une femme dans un autre pays. Là, j'ai beaucoup aimé cette question. C'est enregistré, hein? Oui, ça arrive, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Oui. Je vais profiter de ces moments d'hilarité. Une petite anecdote, là, quand j'ai connu Sylvestre, j'étais responsable de la production au Caracas, puis les lieux dans lesquels il étaient dangereux. Je pensais un peu en québécois, de mon côté québécois. Je suis allé les voir pour
voir comment ça se passe. Là. J'arrive à l'hôtel. Non, il est parti à manger des arepas. Les arepas, c'est les hamburgers vénézuéliens. Donc, il est parti tout seul, il connaissait la ville. À la soirée, on était supposé d'aller avec l'équipe de tournage. Je les ai amenés au restaurant. Puis Sylvestre, il était dans les cafés avec tous 12 amis qu'il a trouvés déjà. Donc, rapidement, il contrôle la situation. Ça répond un peu à ton affaire, là. Question de logistique. Je m'intéresse aux gens. Oui, connaître un peu la culture et toutes les choses. Oui, oui. Bon, mais écoute, il y avait une dernière question de Sarah, puis là, on va finir parce que le temps nous presse un peu. Sarah. Vous avez parlé tantôt des maladies qui couraient, puis on voit sur les photos vous avez des cases, des vestes. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour votre vie pendant vos documentaires? Oui, c'est sûr que des fois ça chauffe. Là. Ben ça, c'était pas. Ce qu'on voit avec le casque, en fait, c'est qu'on est on est au Cambodge, en fait, en train de filmer des gens qui déminent. Mais c'est des sentiers. Il y a déjà des sentiers, évidemment. Ah, mais c'est pas dangereux, là. Ben, il ne faut pas marcher d'un bord ou de l'autre. Oui. C'est sûr que. Mais j'étais pas avec Carlos, là, mais juste avant, quand il y a eu la tentative de coup d'État de Chavez au Venezuela, on tournait avec Pierre Gagné, Yves Bernard, je pense qu'il est venu ici aussi. Oui, Yves Bernard est venu ici aussi. Et puis, ça tirait, là. On était. C'était des balles longues comme ça, là, des 70 mm là, qui fly. Là. Puis moi, j'avais un gars qui me tenait toujours l'épaule. Parce que je peux pas voir, évidemment, un caméraman, il a son œil ici. Je peux voir ce qui se passe un peu de ce côté-là, mais l'autre côté, je ne sais pas. Ça fait que quand ça tirait un peu trop, il m'appuyait sur l'épaule pour que je m'accroupisse. Et ça, c'est un exemple où. Moi, personnellement, je me rappelle d'absolument rien de ce que j'ai filmé. 0. Des années plus tard, ils m'ont dit, on a fait ci, on a fait ça, ça pétait des vitres, puis ça tirait. Moi, je me rappelle de rien du tout. Rien du tout. Mais oui, c'est donc. J'ai tourné il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, pour Al Jazeera, à Ciudad Juárez, qui est une des villes les plus violentes du monde au Mexique frontalier, où il y a les trafiquants de drogue. Quand tu rentres dans un bidonville, puis tout le monde est armé, puis ça se regarde un peu de travers, là, c'est sûr que ton cœur bat un petit peu plus vite, disons, là. C'est ça. Mais il faut faire attention. J'allais dire, juste pour clore cette petite parenthèse-là, que si jamais vous vous trouvez dans n'importe quelle situation qui peut être dangereuse, évidemment, avant d'y aller, il faut bien se préparer, avoir des gens qui connaissent l'endroit puis qui savent ce qu'ils font, là. On n'arrive pas n'importe où comme ça, puis... Et je pourrais vous en raconter des histoires de gens qui se sont fait descendre parce qu'ils sont arrivés en nono là, dans des endroits, puis on tourne partout. Là. On ne fait pas ça. OK. Et bon, le temps nous presse. Il faut que tu finisses. Et pour le moment, c'est tout le temps que nous avons. Tout le monde a des choses à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas de mots. J'espère que notre auditoire a profité au maximum de la visite de notre ami Sylvestre Guidi. Beaucoup de remerciements, surtout les corps administratifs de venir ici. Merci Nicolas. Et avant de partir, on va vous remettre un petit souvenir de notre collège. Arepas ou... Non, pas d'arepas. Je pourrais t'inviter à manger des arepas. OK. Ah, c'est gentil. Right. Un petit souvenir que... Et là, je pense que c'est le moment d'applaudir. Ah, ouais. Ami Sylvestre Guidi. Merci. Muchas gracias.